Si la réalité virtuelle existe depuis un bon moment, c'est seulement depuis quelques années que le grand public peut réellement profiter de ces technologies. C'est entre autres grâce aux dernières avancées technologiques qui ont eu lieu sur les 10 dernières années. Et croyez-moi, c'est que le début. C'est Alex pour AuthorTech et aujourd'hui on va parler de l'avenir de la réalité virtuelle. Pour faire un très rapide résumé de l'historique de la réalité virtuelle, les tout premiers à avoir conçu des systèmes de type réalité virtuelle, ça a été l'armée et les centres de recherche, puisqu'ils avaient des budgets et c'était, on va dire, les pionniers sur ce domaine. Ensuite est arrivé le Kickstarter de l'Oculus Rift qui a en fait ravivé la flamme de l'intérêt de la réalité virtuelle pour le grand public. C'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment un engouement pour le grand public pour ces technologies-là, puisque à cet instant, la technologie en elle-même, le matériel, les différents logiciels permettaient en fait d'avoir quelque chose qui était intéressant pour le grand public, avec une bonne qualité et permettant une expérience qui était intéressante. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que en parallèle du développement de ces casques grand public, type voilà l'Oculus Rift, le HTC Vive, vous avez également un autre marché qui s'est développé, c'est concernant le mobile. Donc en parallèle des casques, en fait, qui à l'époque coûtaient quand même relativement cher, on a eu le développement d'alternatives qui sont faites pour utiliser en fait votre smartphone pour faire de la réalité virtuelle un petit peu plus, on va dire cheap, mais qui du coup était beaucoup plus accessible au grand public. C'est-à-dire qu'il suffisait juste d'avoir son smartphone et d'acheter par exemple un Google Cardboard pour mettre son téléphone dedans et profiter d'une expérience de type réalité virtuelle. Et ce marché de la réalité virtuelle sur mobile, en fait, il a eu une importance capitale puisqu'en fait, ça a poussé les fabricants de matériel, comme par exemple Qualcomm, qui est le plus gros fabricant mondial de puces électroniques pour tout matériel portable, typiquement tous les smartphones, c'est quasiment eux qui font que ça, voilà. Et c'est ça, entre autres, qui les a poussés à commencer à développer en fait des puces vraiment spécialisé pour un usage type réalité virtuelle sur mobile, sur plateforme entre guillemets mobile. Et ça c'est très intéressant parce que c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui des casques comme le MetaQuest 2 ou les casques Pico ou les casques HTC qui peuvent aujourd'hui être sur une plateforme mobile, c'est-à-dire que ce sont des casques qui sont autonomes et qui ont malgré tout des performances qui sont quand même assez costaud. Donc cette période-là a permis de développer en fait ce matériel pour ensuite engendrer les nouvelles générations de casques autonomes qu'on a aujourd'hui. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut bien voir que l'engouement vraiment à grande échelle du grand public pour la réalité virtuelle a coïncidé avec la sortie du MetaQuest 2 qui a fait un carton mondial et c'est d'ailleurs en grande partie grâce à lui qu'on parle autant de réalité virtuelle aujourd'hui. Ce casque est sorti en 2020, c'est-à-dire au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 ans. Donc autant dire que ça fait à peine 2 ans que le grand public commence à vraiment utiliser ce genre de technologie-là, à s'imprégner de ce genre de choses, à s'habituer en fait à l'usage de ce nouveau médium, de cette nouvelle façon d'expérimenter des choses. On est vraiment au début de la réalité virtuelle pour le grand public. On n'est qu'au début de cette phase d'acquisition de masse et pourtant les usages sont déjà là et commencent à s'ancrer, que ça soit pour du pro comme du perso. Du côté du pro, on a un énorme usage et une explosion de la demande sur tout ce qui va concerner la formation, sur tout ce qui va concerner le travail collaboratif. Et on l'a vu entre autres grâce à ces 2 dernières années par rapport à la pandémie mondiale, on a été obligé de travailler à distance, on a été obligé de réinventer notre façon de travailler, on a été obligé de réinventer également nos outils de travail, et la réalité virtuelle a beaucoup aidé à ce sujet. Et si on regarde plus du côté personnel, en fait, la réalité virtuelle est un excellent médium en fait de divertissement, tout simplement, c'est-à-dire qu'on peut se divertir, on peut jouer, on peut regarder des films, on peut faire des activités multijoueurs, on peut également faire du sport, on peut prendre soin de soi, on peut faire de la méditation. Bref, c'est vraiment un médium qui est en train de prendre sa place dans notre quotidien et qui, de mon point de vue, est là pour rester. Et tout ça, ça nous pose la question, qu'est-ce que va être la réalité virtuelle de demain ? Je vous propose de répondre à cette question prospective en 3 parties, en court terme, moyen terme et long terme. En court terme, je pense que les premières choses qu'on va voir arriver, ça va être une amélioration du matériel. On l'a vu, aujourd'hui on commence tout juste à voir le résultat de ces 10 dernières années en termes de recherche et développement, et on va continuer de voir arriver les découvertes et les avancées technologiques sur le marché. C'est-à-dire que demain, on va voir arriver des casques de meilleure qualité, avec des meilleurs écrans, avec un tracking qui va être encore plus précis, avec des meilleures caméras pour voir notre environnement et faire de la réalité mixte, par exemple, ce genre de choses. Donc on va voir également d'autres technologies arriver dans les casques, comme le eye tracking, qui va être intégré directement, ou la détection des expressions faciales pour améliorer les expériences sociales. Donc on va voir toutes ces choses-là arriver, je pense,
à court terme au niveau des prochaines générations de casques qui devraient sortir entre cette année et l'année prochaine. Ensuite, à moyen terme, on devrait voir une évolution de la façon dont on aborde le sujet de la réalité virtuelle et à terme se débarrasser des casques qu'on appelle filaires. C'est-à-dire on a besoin d'un PC pour le faire tourner, on branche le casque sur le PC et on a une expérience qui tourne sur le PC. On l'a vu avec les évolutions de Meta, entre autres avec le MetaQuest, qui propose aujourd'hui un casque autonome qui peut être branché à un PC pour faire office de casque filaire sur un PC on ne peut plus classique. Donc on va, je pense, se diriger à moyen terme vers ce genre de technologies qui vont être portables et avoir un usage double selon les besoins. Et surtout, on va se diriger vers une délocalisation de la puissance de calcul pour faire en sorte d'avoir du matériel qui soit relativement peu cher, comme par exemple un MetaQuest qui coûte aux alentours de 350 €, pour faire en sorte de rendre ce genre de technologie accessible et en fait de faire en sorte que, au lieu de brancher votre casque sur votre PC dans votre salon, en fait vous allez vous servir de la puissance de calcul qui va être dans le cloud quelque part pour faire en sorte que votre application en VR elle tourne sur une grosse machine et que sur votre casque, en fait, vous puissiez avoir une expérience qui sera un peu plus poussée, un peu plus avancée que ce que permet de faire le casque seul pour vivre des expériences beaucoup plus sympas. L'inconvénient, c'est que pour que ce genre de technologie fonctionne, il va nous falloir une infrastructure énorme. Si vous vous posiez la question de à quoi ça servirait d'avoir de la 5G, de la 6G, eh bien, ça peut servir à ça. Donc, dans le moyen terme, on va voir une évolution, en fait, du fonctionnement des casques et du fonctionnement des applications pour utiliser ce mode de calcul un petit peu décentralisé vers l'extérieur pour bénéficier du cloud. Et enfin, à long terme, voire très très long terme, ce qu'on va voir, en fait, ça va être littéralement la disparition de l'interface homme-machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour interagir avec une application en réalité virtuelle, vous avez utilisé soit vos mains avec des contrôleurs, soit carrément vos mains avec du hand tracking. Et en fait, vous allez devoir faire différents gestes pour pouvoir interagir avec l'application qui tourne sur votre casque ou ailleurs. Le problème, c'est que notre cerveau va très vite et on est obligé, en fait, de s'adapter à l'interface de communication qu'on a mis en place pour pouvoir communiquer, entre guillemets, et interagir avec les expériences dans lesquelles on vit. Et pour reprendre les mots d'Elon Musk, qui nous dit par rapport à la place de l'être humain face aux intelligences artificielles et le développement des différentes intelligences artificielles, selon lui, le seul moyen d'arriver à faire en sorte que l'être humain ait toujours sa place face à la puissance des intelligences artificielles, c'est en fait de carrément supprimer cette interface homme-machine pour faire en sorte que directement le cerveau puisse communiquer avec les applications ou les logiciels qu'on va être amené à utiliser. Et ça implique de créer une interface neurale, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un implant sur le crâne qui va venir lire vos stimuli nerveux et transformer ça pour que vous puissiez dire simplement « Ah bah je pense que je vais faire quelque chose » et paf, l'application va tirer parti justement de l'intelligence artificielle pour venir dire « Pouf, bah, je vais faire exactement ce que la personne a demandé ». Donc ça va être vraiment ce qu'on va voir dans le très très long terme. Et pour le coup, pour rebondir sur une actualité qui est assez récente, vous avez peut-être vu passer une vidéo de Mark Zuckerberg qui expliquait un petit peu comment est-ce qu'il compte construire, on va dire, le futur, avec la possibilité de construire un environnement 3D simplement en parlant à une IA et qui va venir comprendre ce qu'on lui dit et venir placer ce qu'on veut. Par exemple, on est en train de construire un environnement, on va pouvoir lui dire bah, j'aimerais bien que tu me mettes une île par là-bas, paf, l'IA elle va comprendre et elle va venir placer ça. Et bien ça, on pourrait imaginer que dans le futur, vous n'ayez même plus besoin de parler, mais juste le fait de penser, de dire bah là j'aimerais bien mettre une île, là je voudrais mettre un palmier, puis là il y aura un coffre, et ainsi de suite. Et que, en parallèle, une IA vienne interpréter tout ce que vous êtes en train de dire pour le reproduire en temps réel. Ça, c'est ce que je vois sur vraiment du long terme, voire très très long terme. Alors évidemment, cette vision à très long terme, elle fait un petit peu rêver, on n'en est pas du tout là. Donc c'est comme pour les métavers, c'est une belle idée. On va tâcher de mettre ça en place, mais c'est clairement pas pour demain. Donc en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule magique qui fait qu'on claque des doigts et paf, ça marche, on va parler à une IA et ça va tout faire d'un coup. Parce que même les démos de notre cher Marc, ça reste une démo, hein, remettons-le dans le contexte. Ce qui veut dire qu'en attendant que toutes ces choses-là soient automatisées, il va falloir le faire nous-mêmes. Et ça veut dire entre autres l'arrivée de nouveaux emplois, de nouveaux jobs en fait. C'est-à-dire des choses qu'il va falloir faire et qu'aujourd'hui on ne fait pas. Si je regarde le job qu'on fait aujourd'hui dans notre équipe à HauteurTech, il y a 10 ans, ça n'existait quasiment pas. Et je pense que dans 10 ans, il y aura encore des nouveaux métiers qui vont arriver par rapport à toutes ces nouvelles technologies qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. S'il y a un truc par contre que je peux vous dire là, maintenant, qui va arriver et qui va devenir de plus en plus indispensable dans les prochaines années, c'est vraiment le métier de designer d'expérience immersive. Je mets ça au sens large parce que pour moi, c'est vraiment à prendre dans toute sa totalité. Aujourd'hui, quand on veut concevoir une application en réalité virtuelle ou en réalité augmentée,
En fait, ça va plus loin que de juste faire une solution technique qui fonctionne. Vous voulez faire un site web, vous mettez un formulaire, vous cliquez sur le bouton, ça fait ce qu'il faut, ok, c'est bien. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça serait bien d'avoir un designer UX par exemple, un designer d'expérience qui fait en sorte que l'expérience de navigation elle soit plus sympa. Et en fait, on a exactement les mêmes besoins pour des expériences type immersive. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'expérience elle soit bien en fait, elle soit sympa. Il faut penser à l'expérience utilisateur. Et ça va bien plus loin que de juste imaginer le flow de navigation sur un site web, puisqu'il va falloir prendre en compte le côté psychologique, le côté cognition, puisque quand on est en réalité virtuelle, ça va beaucoup plus loin que de juste voir des choses. Pareil en réalité augmentée, par rapport à l'appropriation, par rapport à la perception. En fait, ça va très 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 loin. Et ça aujourd'hui, c'est pas un job qu'on trouve sur le marché, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'offre d'emploi designer XR, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pas encore rendus compte de ce besoin, mais ce que je peux vous dire clairement, c'est que dans un avenir proche, on va avoir des jobs sur ce segment très spécifique qui vont arriver. Maintenant, dans tout ça, il faut quand même essayer d'être objectif et de voir les avantages et les inconvénients qu'on va voir par rapport à toutes ces évolutions technologiques. Le premier inconvénient que je vois, c'est déjà l'obsolescence du matériel. Les découvertes et les avancées technologiques vont tellement vite sur ces dernières années que le matériel technique qu'on achète, les casques qu'on achète, deviennent obsolètes extrêmement rapidement. Et le problème dans tout ça, c'est que malgré tout, ces matériels contiennent beaucoup de métaux rares, beaucoup de pièces électroniques qui aujourd'hui ne sont pas complètement recyclées, voire pas du tout. Ce qui fait que si on se penche du point de vue écologique, on va pas se mentir, c'est une catastrophe. Donc j'espère que dans les prochaines années, on va voir des initiatives arriver par rapport à ça pour prendre en compte tout simplement le recyclage de ces casques. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces casques? Rendez compte de tous les Oculus Go qui ont été vendus aujourd'hui, ils sont tous à la casse, quoi, à la poubelle. C'est triste. Ensuite, le second inconvénient, ça va être surtout l'usage du réseau mobile ou internet pour le coup. Comme je vous l'expliquais, on va de plus en plus se diriger vers un usage du fonctionnement des applications qui est déporté par rapport à là où on a le casque. C'est-à-dire que vous allez avoir un usage très intensif qui va se développer de tout ce qui va être réseau, que ce soit le réseau téléphonie ou le réseau internet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut que les infrastructures elles tiennent pour suivre le débit qui va être demandé. Et surtout, il va falloir installer ces infrastructures. Parce qu'on parle un petit peu de 5G, mais aujourd'hui, elle est à peine arrivée. Après, on va parler de la 6G, il va falloir l'installer également, il va falloir la maintenir. Ça, ce sont toutes des problématiques d'infrastructure qui vont se poser dans les prochaines années et qui vont être très très complexes à gérer parce que, en fait, on parle d'infrastructures à très très grande échelle. C'est costaud quand même. Maintenant, si on part un petit peu dans le positif, imaginons qu'on a toutes les infrastructures pour travailler comme ça. Eh bien, la réalité virtuelle, ça va permettre de faire beaucoup de choses, comme par exemple pouvoir travailler à distance, comme si on était au bureau, mais en ayant le confort d'être chez soi. Accessoirement, de ne pas avoir besoin de prendre des transports pour aller sur son lieu de travail, de prendre sa propre voiture pour aller sur son lieu de travail. Peut-être même que dans un futur à moyen terme, vous n'aurez même plus besoin d'avoir une voiture pour aller travailler. Donc du coup, pas besoin de l'acheter. Si vous n'avez pas besoin de l'acheter, il n'y a pas besoin de la produire. Donc s'il n'y a pas besoin de la produire, il n'y a pas besoin de créer tout le bordel pour construire une voiture, et ainsi de suite. En fait, il faut aller plus loin que juste se dire ça va permettre de faire du télétravail, mais se rendre compte que ça a un impact sur énormément de pans de notre vie auxquels on ne pense pas aujourd'hui. Et tout particulièrement concernant la pollution. Parce que certes, ça va générer, on va dire, une pollution numérique qui va être plus élevée. On va avoir besoin de plus d'électricité pour faire tourner tout ce bousin, pour simplifier. Par contre, ça veut dire que voilà, vous n'aurez moins besoin de vous déplacer. On va pas dire plus, mais vous aurez moins besoin de vous déplacer. Vous pourrez travailler de chez vous, donc moins besoin d'aller sur place, de générer de la pollution en fait en allant faire vos activités du quotidien ou vos activités de travail. Et enfin, le deuxième avantage que je vois également, c'est concernant, j'en ai un petit peu parlé dans le point précédent, mais c'est la qualité de vie, en fait. Aujourd'hui, quand on regarde, la majorité de l'activité est concentrée sur des grosses villes. Qu'on prenne Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, voilà. En fait, vous avez des grosses agglomérations qui rassemblent les gens, et pendant un temps, en fait, on a pris tous ces gens et on les a mis tous dans des grands bureaux pour travailler ensemble. Ce qui fait que les gens ont été obligés de venir s'agglutiner sur ces villes, et ça a pris une centaine d'années à se construire, hein. C'est pas arrivé comme ça sur un claquement de doigts. Mais en fait, on a eu cette accumulation, cette agglomération en fait de tout le monde au même endroit, ce qui a généré plein de problématiques. Vous allez dans n'importe quelle ville, vous avez des problèmes de circulation, c'est un bordel sans nom. Vous avez des problèmes de pollution également. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens au même endroit en fait. Eh bien, le fait de pouvoir travailler à distance avec des outils technologiques comme ça veut dire que les gens vont commencer à se rééparpiller sur le territoire. On va arrêter d'avoir des zones blanches où il n'y a personne, où il n'y a pas un médecin, où il n'y a pas une pharmacie, où il n'y a pas une boulangerie, où il n'y a pas des gens qui sont là pour vivre, pour du coup reprendre possession du terrain et on va dire rééparpiller en fait la population et arrêter de s'agglomérer comme ça sur des grandes villes avec toutes les problématiques que ça implique quoi. On va pouvoir
avoir une meilleure qualité de vie, avoir un meilleur air, avoir plus d'espace pour nous, et je pense que ça peut vraiment avoir un impact très 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 sympa pour la qualité de vie des gens qui vont pouvoir avoir la chance de travailler avec ce genre d'outils. Maintenant, il faut quand même conclure cette vidéo qui commence à être un petit peu longue. Il y a une chose qui est sûre, que je peux vous dire là maintenant, c'est que tout ce que je viens de vous donner comme avis sur ma vision de ce que sera le futur de la réalité virtuelle dans quelques années, peut-être que ça sera le cas, peut-être que ça sera pas le cas. Nous verrons bien, l'avenir nous dira si j'avais raison ou pas, c'est pas important. Ce qui est important par contre, c'est de se rendre compte à quel point les technologies immersives vont littéralement bouleverser notre quotidien. Là, on est vraiment en train de juste chatouiller le concept, mais vous allez voir que dans les prochaines années, vous allez avoir littéralement une révolution sur la façon dont on fait plein de choses. Tout notre quotidien va être littéralement bouleversé par ces technologies-là. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est préparez-vous, parce que ça arrive. C'était Alex pour AuthorTech. Merci de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire, un petit like aussi. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!